Bonjour à tous, on va commencer. Donc, c'est notre dernière conférence de la session d'automne. Et c'est notre collègue Valentina qui va nous parler de comment ça fonctionne à Naples. Je suis très curieuse. Merci. Hello! C'est moi mes étudiants. Je suis tellement habituée à ça. Mais c'est correct. Bonjour à vous. Merci d'être ici. Merci d'être aussi branché en vidéoconférence pour écouter un peu ce que je vous raconte aujourd'hui par rapport un peu où est-ce que je suis rendue avec ma compréhension de comment ça fonctionne en arbre. En effet, c'est une engine un peu complexe, mais on verra un peu. On va faire une petite balade dans quel est l'état des connaissances un peu, quelle était ma contribution dans la compréhension de comment ça marche. Donc, pour commencer aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer un peu d'où est-ce que je viens et un peu vous parler de mon parcours pour commencer, vous donner une petite mise en contexte. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de vous montrer une belle carte du monde, un peu en style Renaissance. Ça fait un peu quête, parce qu'au final, la vie, c'est un peu ça. On cherche tous quelque chose. Bon, donc, moi, je suis née dans une ville en Sicile, la plus grande île de la Méditerranée. Vous la voyez, c'est mon village, il est comme de la Sicile, l'est de la Sicile. Mais j'ai commencé mon parcours universitaire à Palermo, c'est la capitale, où j'ai pris un diplôme de baccalauréat en sciences forestières et environnementales. Il faut savoir qu'en Italie, on n'a pas un diplôme. Oui, c'est bon. Oui, ok. Bon, il faut savoir qu'en Italie, il n'y a pas de cours d'ingénierie forestière. Les ingénieurs forestiers, ils sont tous des gens qui ont pris ce diplôme-là avec une maîtrise. Donc, en effet, par formation, je suis un ingénieur forestier. Et en effet, on fait un mémoire pour le baccalauréat. C'est comme une petite thèse. Et moi, j'ai toujours eu un grand amour pour la science, mais à cette période-là de ma vie, j'étais aussi très militante. J'étais très impliquée dans la politique de ma région. Alors, j'avais choisi de faire une thèse en politique forestière sur le parc de Montenegro. Vous le voyez ici, ce sont les chaînes de montagnes ici. À peu près, quasiment toutes les photos que vous voyez ici, elles viennent un peu de ce coin du pays. Et finalement, c'était une thèse dans laquelle j'avais cherché vraiment de marier mon amour pour la science et ma passion pour la politique. Là, je me suis dit que, c'est mieux de rester avec la science. Donc, je ne vais pas commenter plus sur ça, mais j'ai décidé de poursuivre mes études pour une maîtrise, donc 3 ans plus 2, c'est dans ces cas de 2 ans de maîtrise, à Padoue, proche de Venise, pour s'entendre. Et là, j'ai commencé à rentrer, j'ai eu mon premier contact avec ce qui, après, ça a devenu mon domaine d'études. Donc, l'anatomie du bois, après, c'est sûr que j'ai agrandi. Et j'ai réalisé donc une thèse dans laquelle j'étudiais vraiment l'effet des changements climatiques sur l'anatomie du bois. Au final, on a une discipline qui étudie ça, qui est très à l'avant-garde à Padoue, c'est la dendroanatomie. Et mes sites d'études étaient à la limite de la végétation dans les montagnes. Donc ici, vous pouvez apprécier quelques belles photos de mon site d'études, un de mes 2 sites d'études. Celui-ci, c'est sur le Dolomite, sur les Alpes italiennes, où j'avais échantillonné des élèves du parc de l'épinette de Lange
et du stone pine. Je ne me rappelle pas comment est-ce que ça s'appelle en français. Mais donc, c'était un peu ça. Après, j'ai fait un doctorat. J'ai fait un doctorat en sciences de l'environnement. Vous allez voir que ça a quand même eu un impact dans ma façon de voir la science aussi. Et les thèmes que j'ai touchés étaient cette fois plus larges. Très clairement, pendant un doctorat, on a moyen de toucher à plusieurs choses. Donc, j'ai apporté mes expertises en anatomie, mais j'ai intégré aussi l'étude de la phénologie, la croissance plus en général, la modélisation et la télédirection. Et ensuite, j'ai fait un stage postdoctoral avec Lugo et Lugac. Cette fois, c'était, oui, dans la forêt boréale, mais j'avais aussi des études dans la forêt d'intérêt plus au sud. En effet, j'étais postdoc dans un projet dans lequel on étudiait l'écophysiologie et en particulier la coulée de l'érable à sucre. En effet, ici, vous pouvez voir, ça c'est une petite pluviomètre qu'on avait adaptée pour faire le suivi en temps réel de la coulée. On peut être très créatif. Ça marche très bien, les données sont très fortes. Et finalement, me voici comme professeur à l'EFOCAT en train de déployer mes axes de recherche. J'essaye fort. Et de aussi agrandir mes domaines d'études. En effet, c'est quelque chose que je voudrais mieux intégrer, par exemple, au domaine que je commençais à toucher avant, c'est vraiment l'aspect d'aménagement. Jusqu'à date, je n'ai pas eu trop le temps de le faire, mais je reste quand même quelqu'un avec une formation en foresterie, donc c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc, je vais vous en montrer un petit aperçu de où est-ce que j'ai fait mes études, d'où est-ce qu'il vient les forêts dans lesquelles je me suis baladée. On pourrait se demander qu'est-ce qu'ils ont en commun ces différents biomes dans lesquels je travaillais. Et finalement, ce qu'ils ont en commun, c'est que j'ai toujours étudié des arbres. Donc, les arbres étaient toujours les sujets de mon étude. En effet, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon entrevue pour rentrer dans les programmes du doctorat à Chicoutimi, on m'avait demandé si je n'étais pas un peu dépaysée pour le changement d'environnement. Mais c'est sûr que peut-être qu'eux, ils ne réalisaient pas à quel point la forêt boréale peut être... C'est toujours une forêt froide. Et moi, j'ai travaillé déjà dans une forêt froide. Mais moi, ce que j'avais répondu, c'était c'est des arbres, c'est fait de cellules. C'est correct, je pense que je vais m'en sortir. Et la question qu'on se pose beaucoup de ces temps-ci, je pense que mon public, je ne veux pas trop le convaincre du fait que le changement climatique, c'est une réalité. On est tous sur la même page sur ça. Mais la question qu'on se pose, c'est comment les arbres vont répondre au changement climatique? En effet, on n'a pas une réponse universelle pour ça. Dans ces cas-là, on a normalement deux types de réponses. Dans mon expérience, c'est un peu ça que je constatais. En foresterie, on aime beaucoup la réponse « ça dépend ». Mon professeur de sylviculture, c'était toujours la première chose qu'il nous répondait. Ah oui, ça dépend. Parce qu'on le sait, c'est un écosystème naturel. On a tellement de variables que oui, ça dépend. Après, vous avez plus la gang des scientifiques que j'ai commencé à côtoyer un peu plus avec le doctorat, la gang de modélisation. Eux, leur réponse, ça va être plus c'est compliqué. Oui, c'est vrai, c'est compliqué. En effet, à mon avis, dans les deux cas, les deux réponses, on les donne toujours quand on a juste comme une grosse méconnaissance du phénomène. En effet, il y a trop de choses qu'on ne sait pas. Donc, c'est sûr qu'on a l'air plus intellectuel.
Alors, ça dépend, c'est compliqué. Hein. Ensuite, j'allais quand même, parce que je me suis dit, pourquoi pas aussi toucher à des éléments qui sont importants pour moi en sciences avec cette présentation. Je voudrais aussi faire un peu la remarque par rapport à l'effet que c'est vrai que désormais, on a beaucoup de données. On a une grande, même dans mon domaine, on commence à avoir beaucoup de données. On commence à faire des grosses méta-analyses, mais souvent, ces méta-analyses, c'est faire des grosses analyses sur des gros patrons, ben, ça ne répond pas à des questions fondamentales. On n'a pas plus de réponses. On commence à avoir beaucoup de méta-analyses, mais pas plus de réponses. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la façon dont on aborde ce type de problème. Alors, pourquoi pas y penser un peu d'un point de vue un peu plus fondamental? Pourquoi pas aller un peu réfléchir à c'est quoi un arbre? Ben, comment est-ce que ça fonctionne? Ben, c'est sûr que je ne suis pas la première qui se pose la question. Il y en a pas mal de gens qui se sont déjà posé la question. On pourrait un peu y aller par rapport à qu'est-ce qui caractérise un arbre. C'est sûr qu'un arbre, c'est le fait qu'il ne bouge pas, ça fait que ça implique le fait que sa façon de répondre à l'environnement est différente. Ben, on peut avoir des stratégies évitantes, d'avoidance, mais ce n'est pas à travers le comportement, c'est à travers comme c'est la phénologie. On verra après, je vais vous montrer ça un peu plus dans ce cadre historique. Mais il y a aussi une autre chose, ça pousse d'une façon modulaire. Donc, on a plusieurs modules qui poussent en même temps, et chacune indépendante, mais quand même reliée à l'autre. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Et, en effet, si on pense, on réfléchit en termes de stratégie stratégique, de quelle est la stratégie des plantes pour endurer leur environnement, ben, il y a plusieurs cadres théoriques qui ont été mis en place, qui ont été conçus pour répondre à plusieurs questions. On a des stratégies de reproduction, d'allocation de ressources. Et dans ce cas, moi, je veux un peu vous ramener sur les stratégies de traits. Parce qu'en effet, étant donné que quand même, je suis quelqu'un qui vient de la foresterie, pour moi, le fait d'avoir des traits mesurables, c'est quelque chose de très important parce que ça me parle aussi des croissances. Donc, dans ces données-là, on se rend compte qu'on ne connaît pas les moteurs de ces stratégies. On a plusieurs cadres, mais on ne sait pas quels sont les drivers, quels sont les moteurs de ces stratégies. Et il y a quelques temps, je me suis retrouvée à enseigner écophysiologie animale et végétale à Lugo et je suis tombée sur cette figure qui représente vraiment comment ils sont gérés au niveau de tout le fonctionnement d'un organisme en général. Mais c'est sûr qu'ici, on parle d'un animal. Donc, vous avez le comportement. Mais je me suis dit, voyons donc, en effet, je revois mes recherches ici. Et c'est pas, en effet, j'avais déjà eu la possibilité de voir comment c'est comme l'écophysiologie animale et végétale étaient reliées, en effet. Parce qu'en effet, il y a déjà des cadres de philosophie des sciences aussi qui relient les deux. Et en effet, il y a aussi des études beaucoup plus poussées. Par exemple, ici, je vous montre la General System Theory du bon Bartalanffy, dans laquelle c'est vraiment comme les scientifiques ont commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire de la science de tout. C'est des méthodes des scientifiques qui marchent pour tout. Des modèles qui marchent pour tout organisme. C'est ambitieux, mais c'est très intense. Donc, si je place ma recherche dans cet écosystème-là, au final, on peut facilement remplacer les comportements par la phénologie. C'est toujours, au final, la phénologie, le fait, c'est quand je parle de phénologie, c'est vraiment, on observe des réponses environnementales à travers des changements visuels de la plante. Ben, les feuilles deviennent vertes.
Après, elle devient jeune, c'est les saisons. Et toutes ces réponses-là, elles vont intégrer vraiment comme deux traits, biochimie, physiologique, morphologique, des changements qui ont lieu dans la plante et qui donc, dont nous, on va juste observer les conséquences. Mais au final, les mécanismes sont ici. Ici, vous voyez tous les mécanismes, les processus de comment est-ce que ça marche. Et moi, j'ai beaucoup travaillé pendant ces années au niveau du développement parce que j'ai travaillé sur la formation du bois, la formation de l'allongement apical et la réponse environnementale, bien sûr, parce que c'est un peu ça le fonctionnement d'un corps, c'est ce qu'on est capable de reconstruire aussi, de comprendre quels sont les effets de l'environnement sur les traits qu'après on observe, parce qu'au final, par exemple, la foresterie, c'est ça qui nous intéresse, c'est la morphologie, ce sont les traits qui sont reliés à la croissance, c'est l'élongation de la croissance radiale et apicale. Donc là, on rentre vraiment un peu dans ce qui sont mes études à moi, les résultats que j'ai eus jusqu'à date. Et une première question liée au trait à laquelle j'ai pu donner quelques réponses. Je n'ai pas donné toutes les réponses, mais ça s'en vient. C'était quels sont les moteurs de la transition entre le bois initial et le bois final. Et en effet, vous voyez ici, vous avez une carotte, vous voyez qu'il y a des changements de couleurs. Les changements de couleurs dans le bois sont déterminés par des variations de densité dans le bois. On sait que c'est la proportion de bois initial et final, c'est très important pour la qualité du bois, mais ça nous donne aussi des informations par rapport aux réponses écologiques de la plante, parce qu'il faut se rappeler que le bois, ça ne sert pas seulement comme pour soutenir la plante, il y a des propriétés mécaniques, il a des propriétés mécaniques qui permettent à la plante de rester debout, mais surtout dans les conifères qui ont juste un type de cellules, dans le bois, on a aussi la conduction de la sève. Donc, c'est vraiment la capacité de la plante de s'approvisionner en eau. Et finalement, ces deux fonctions-là, elles sont reliées à ces deux traits, les diamètres cellulaires et l'épaisseur des parois. Donc, les rapports peuvent vraiment nous donner des informations par rapport à les propriétés du bois, mais aussi la capacité de séquestration de carbone intra-annuelle de plantes, que c'est quelque chose qu'on veut modéliser, ça nous intéresse, c'est important pour comprendre comment est-ce que les arbres peuvent stocker du carbone, donc mitiger les changements climatiques, juste ça, mais aussi répondre au stress hydrique, par exemple, ou au gelé tardif. Donc, si on regarde la littérature, ce qu'on a pensé avant, c'est aussi un peu l'idée qu'on avait en général, c'était que cette transition était liée à la variabilité environnementale. En effet, vous avez une grosse école des pensées, surtout en Europe, qui relie tout à l'environnement, tout à l'environnement. Donc, la transition entre le bois initial et le final est déterminée par un changement de température, un changement de précipitation, par exemple, notamment dans les écosystèmes subtropicaux, et c'est un peu ça. Le problème avec ça, c'est que beaucoup d'informations, beaucoup d'études qui ont montré ces relations-là, et elles sont basées sur des arbres qu'on a échantillonnés dans des régions éloignées. Parce qu'en effet, ce type d'études est en effet comme une extension, c'est dans l'écosystème des études en dendrochronologie, dans lesquelles on étudiait les facteurs limitants de la croissance. Alors, on allait chercher où il y avait des facteurs limitants et on trouvait des facteurs limitants. C'est bien fait. Ce sont des dessins expérimentaux bien faits pour ces types d'études. Mais si on veut modéliser la séquestration de carbone à l'échelle de la forêt boréale,
C'est plus avec ces des bêtes qu'on a affaire, l'épinette noire. C'est l'épinette noire qu'au final, on a fait pas mal d'expériences pour chercher de les douer avec la chaleur, avec des sécheresses, crève jamais. Et ça, je voudrais partager avec vous mon amour pour l'épinette noire, qui en effet, c'est un grand vainqueur de la forêt boréale. C'est une espèce qui a une grande distribution. Mais d'ici, l'intérêt de comprendre mieux quels sont les moteurs de sa croissance, parce que si on veut prédire combien de carbone ça stocke la forêt boréale, les épinettes de la baie Saint-James ne stockent pas beaucoup, probablement. Mais la forêt boréale fait pas mal plus de job. Donc, en effet, toutes mes études, pas mal des résultats que je vais vous montrer aujourd'hui, ils sont tirés, disons, d'analyse de données prises sur les épinettes noires. Donc, je vous montre un peu. J'avais le temps de vous montrer ce jeu de données parce que c'est important, parce qu'on parle quand même d'une série d'observations de formation du bois qui a été comme bâtie pendant 15 ans. Donc, on parle vraiment d'observations hebdomadaires pour 15 ans, avec des gens qui après se sont amusés à faire des lames histologiques, à compter une par une les cellules et à les attribuer comme les stades de développement. Donc, c'est un respect pour tous les gens qui ont travaillé sur ça. Et pour sûrement Hubert Morin qui a trouvé ce jour les financements pour le faire. Et c'était mon directeur de thèse. Donc, on avait vraiment 5 sites, le long d'un gradient latitudinal. Et c'est ici, et 15 ans d'observation. En plus, on avait les traits finaux. C'est l'anatomie du bois, les mesures d'anatomie. Donc, on avait la cellule, elle a pris un certain temps pour se développer et après, elle attend la taille X ou l'épaisseur des parois Y. Et en plus, je suis allée en France, à Orléans, en Israël, pour aller faire les rayons X à Nevedit Karat et avoir des mesures de densité du bois au 5 microns. Donc, c'est vraiment comme j'ai du profil de densité extrêmement à grande résolution pour aller voir vraiment comme la correspondance entre mes traits cellulaires et ma densité, qui finalement, c'est un bilan de plusieurs choses. Qu'est-ce que je voulais? Je ne vais pas encore rentrer dans la cadre de la modélisation, puis tout, non, ça ne nous intéresse pas. Ici, je vous montre un peu qu'est-ce qu'elle fait une cellule à partir du moment qu'elle commence à se former. Donc, on a dans les ganglions, ça, ce sont vraiment, je pense, on sait tous, les ganglions, c'est vraiment des cellules souches quasiment qui peuvent se diviser. Donc, ils se divisent quand la saison de croissance commence. Ensuite, une certaine partie de ces cellules, elles vont commencer ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, elles vont commencer à s'agrandir. Elles s'agrandissent. Dans ce moment donné, on a la déposition de la paroi secondaire qui commence comme rendre la paroi plus épaisse, plus rigide. On a la lignine qui commence comme par sceller tous les trous entre les molécules. Et ensuite, à la fin de ce processus-là, on a la mort cellulaire, la maturation, la cellule fonctionnelle. Moi, ce que je trouvais, c'est que finalement, la durée de ces phases-là, elle était vraiment comme, elle déterminait la taille de ces cellules. Mais pas seulement la taille, aussi la densité. De la cerne dans une certaine de la partie correspondante à cette cellule-là. Mais en effet, je n'étais pas la première à observer cette relation. On avait déjà vu qu'il y avait une certaine proportionnalité. La chose que j'ai pu observer en ayant vraiment un long suivi, c'est cette partie-là. Le fait que la relation n'est pas linéaire, donc dans ce moment donné, elle plafonde. Et donc, on peut voir où est-ce qu'elle plafonde. Et le fait que, parce que probablement ici,
ben, on a une grosse importance des dynamiques de développement, mais à partir d'ici, ben, il y a d'autres choses qui commencent à influencer la formation du bois. Et probablement que les facteurs les moteurs de ces plateaux-là, ils sont différents selon si c'est l'agrandissement cellulaire, on le voit en bleu, et l'épaississement de la paroi. Pour la paroi, pour la largeur de la cellule, il faut considérer qu'une cellule de bois, elle va s'agrandir comme un ballon un peu. Donc, elle va pouvoir, on a de l'eau qui rentre, on a la paroi qui a une certaine élasticité. Dans ce moment donné, la déposition des parois commence par les coins de la cellule. La paroi commence à se déposer, dans ce moment donné, elle sédimente. La paroi devient trop rigide, le ballon ne peut plus s'agrandir. Donc, ça, c'est une première contrainte à l'agrandissement cellulaire. Ensuite, on sait qu'il y a des contraintes physiques à la taille de la cellule. La plante, pour marcher, elle doit respecter deux proportions comme allométriques de ces différentes parties. Donc, dans ce moment donné, parce que l'eau, elle doit monter. Donc, on a des cellules qui ont des diamètres plus petits dès qu'on monte avec la hauteur de la plante. Donc, ça, ce sont déjà, c'est le fait de devoir répondre à des contraintes hydrauliques, ça limite, ça explique mon plan d'eau. Ça fait du sens au niveau écologique. Et ensuite, lié à ça, on doit avoir des cellules qui gardent une certaine efficience hydraulique. Parce que le bois, ça sert à ça. L'eau passe à travers le dos. Donc, on doit s'assurer de pouvoir avoir cette montée d'eau-là. Pour la paroi, en effet, on voit que les plateaux, finalement, ils pourraient être expliqués par rapport à le fait que bâtir la paroi cellulaire, ça prend beaucoup de ressources. Alors, c'est probablement la limite de ce processus-là, il est probablement drivé par le fait qu'on a des ressources limitées qui viennent de la canopée. On va le voir tantôt, mais en effet, on ne peut pas tout expliquer la croissance radiale sans considérer la croissance apicale et la canopée, qui finalement, c'est la source du carbone pour la plante. Donc, finalement, pour faire une petite récap de cette partie, ce que j'observe, c'est que la proportion de temps que la cellule elle va passer dans chacun des stades de développement, elle va déterminer si on a une cellule de bois initial ou de bois final. Et finalement, elle détermine sa densité avec une puissance prédictive qu'on ne pouvait vraiment pas attendre si on considérait seulement les variabilités climatiques ou météorologiques. Donc, ça, c'était déjà un premier résultat très important. Mais à l'heure, l'environnement, c'est quoi l'influence de l'environnement? Parce qu'on sait qu'on peut prédire la capacité de séquestrer du carbone de la plante, de combien de carbone il y a dans la cerne et quelle est sa variabilité intra-annuelle. Mais on a aussi des variables environnementales qui vont influencer le développement, mais aussi qui vont avoir une influence sur les draies, comme vous voyez ici dans la flèche, pour d'autres types de processus, de réponses physiologiques qu'elles peuvent déterminer. Alors, pour considérer l'effet de l'environnement, j'ai rajouté la variabilité de court terme à mon modèle pour étudier vraiment comme les variations de densité, en considérant que la densité est influencée par les traits qui sont influencés par les variables environnementales et de développement. Et je trouvais quelque chose de différent. On ne va vraiment pas rentrer dans les détails du modèle. Ça, c'est vraiment le résultat d'un modèle d'équation structurelle. Ça nous donne vraiment comment les variables sont reliées entre elles et dans quel sens. Mais ce qui est important ici, c'est de rajouter un peu comment l'environnement influence
mes phases de différenciation cellulaire. Donc, on a vu que les dynamiques de développement sont très importantes, mais en même temps, quand la cellule elle se développe, elle a besoin elle a des besoins écologiques différents. Donc, une cellule plus grande qui se développe pour plus longtemps, ben, elle a besoin de plus d'eau. Avec ce modèle-là, j'ai réussi à montrer que les cellules de bois initial, au début de la saison de croissance, au printemps, mais on a vraiment besoin de beaucoup d'eau, d'une grande disponibilité d'eau pour aller atteindre des niveaux de croissance différents. Ce que je trouvais qui était aussi très intéressant, c'est que la photopériode plus longue, des journées plus longues, ben, elles vont aussi rendre plus grandes les cellules. Et ça, en fait, on l'a expliqué parce qu'on commence à observer de plus en plus que la photopériode est capable d'influencer l'action de certaines protéines qui rendent la paroi élastique. Donc, ben, ça fait du sens. Viceversa, quand on a des parois plus épaisses, au final, c'est la température qui est plus importante. Donc, à la fin de la saison de croissance, c'est la température qui va être plus importante. Une photopériode plus courte, elle va augmenter mon épaisseur des parois, probablement parce qu'il y a des changements au niveau de priorité d'allocation de carbone qui se font dans la plante, qui ont été démontrés. Donc, on a, selon le type, la proportion de temps que la cellule passe dans ces différentes phases de développement, ben, ses besoins écologiques vont changer. Et donc, l'effet du climat, l'effet aussi des extrêmes, des événements extrêmes va changer. Et finalement, si je reviens un peu à mon discours sur les stratégies écologiques, c'est qu'on a remarqué avec l'épinette, donc je vous disais que si on tâche d'utiliser le climat, on n'est pas capable d'avoir de bons modèles prédictifs de la densité du bois. Mais si on utilise le développement, oui. Alors, ce qu'on se demande, c'est est-ce que le fait, on sait que l'épinette, c'est une plante, c'est un arbre avec une stratégie très conservatrice. Le taux de croissance est assez lent. La pénologie tardive. Est-ce que le fait d'avoir dynamiques de développement qui sont aussi importantes explique le fait qu'il est très peu réactif au changement météorologique finalement et qu'au final, il arrive toujours à faire toujours de la même façon. Donc, on a beau à changer au final, à avoir des printemps plus actifs, ben lui, c'est toujours les dynamiques de développementales qui vont comme driver les processus. Donc, c'est comme il a plus d'inertie dans les changements qui va. C'est plus vraiment au niveau de l'acclimatation. Ça va prendre vraiment beaucoup plus de changements, beaucoup plus répétés pour avoir des changements. Et donc, avoir vraiment comme cet effet d'acclimatation sur le développement et avoir un effet sur le grain. Donc, mais pour le moment, on ne le sait pas. Donc, tout ça, c'est un peu, c'est très théorique. Mais ce qu'on commence à s'apercevoir, c'est que dans tous les cas, ce que je vous disais, c'est qu'on ne peut pas étudier la croissance radiale sans considérer le fait que le carbone vient de quelque part. Donc, en effet, dans mon groupe de recherche, il y avait déjà un ami de la qui travaillait sur un modèle de phénologie, dans lequel il avait observé qu'elle pouvait comme, aller imiter comme la phénologie, il pouvait aller reconstruire comme des changements dans les traits cellulaires à travers comme un signal de sucre qui changeait en fonction du stade de développement de la croissance primaire. En effet, ce qu'on considère, c'est que la croissance primaire, elle est prioritaire. Donc, tant que l'arbre est en train de s'agrandir, ben, ça ne va pas trop investir des ressources dans les bois.
Donc, une fois que la croissance primaire est terminée, il n'y a plus de sucre qui est disponible pour la croissance radiale. Et donc, on peut avoir plus de parois. Et ça sera vraiment comme cette disponibilité de carbone de plus, c'est augmenté, qui fait qu'on peut avoir des cellules plus épaisses. Et donc, qui va aussi être le moteur, finalement, des changements de dynamique de développement qu'on a, les proportions que je vous montrais avant. C'est de temps que la cellule, elle peut passer à un agrandissement et en déposition des parois, sont liées à la disponibilité des carbone qui est réglée par la canopée. Mais ça, c'est théorique parce que le modèle ici, eux, ils le montrent, ils l'ont calibré, ils l'ont testé, mais sur, finalement, avec un signal de sucre qui est théorique. Donc, le modèle, il reste encore assez théorique. Voilà. Et donc, moi, j'ai tâché de montrer un peu si cette correspondance entre la croissance apicale et la croissance radiale, elle était toujours valide, même avec les données de phénologie, parce qu'au final, on observe la croissance apicale avec la phénologie, on observe la croissance radiale, on peut voir s'ils sont synchronisés. Et alors, j'ai fait ça au niveau de toute la zone de groupe commercial de l'épinette noire. Et ce que j'ai trouvé, c'est que finalement, oui, la croissance apicale et la croissance radiale, elles sont synchronisées. On a vraiment comme les débourrements et la formation du bois initial. Il commence en même temps, toujours à la fin de l'année pour les vignettes noires. Et ça, c'est assez logique parce qu'on a trouvé des études sur les hormones des plantes. Les hormones, ce sont des molécules qui peuvent coordonner tout ce qui se passe dans la plante. Parce qu'on a dit que les arbres sont modulaires, mais les modules, ils sont quand même synchronisés, ils doivent marcher tous ensemble pour assurer la survie de la plante. Alors, on avait vu les études dans la littérature, ce qu'on trouve, c'est l'auxine. C'est un hormone qui est très étudié, qui est produit dans l'avex de plantes. C'est produit dans les jeunes feuilles. C'est l'hormone qui va aussi déclencher la formation du bois. En effet, j'ai tout comme, en effet, réalisé comme un cadre théorique pour montrer comment est-ce que ça pourrait marcher. C'était ma question de synthèse, mon examen de synthèse lourd. Et pour l'idée, c'était vraiment d'expliquer comment les hormones et le développement ensemble, elles pouvaient influencer les processus de formation du bois et la transition du bois entre le bois initial et le final. Et si on veut encore pousser la chose, on sait qu'en effet, la sensibilité, c'est tous les tissus peuvent produire de l'auxine chez la plante. Mais la sensibilité à l'hormone, elle change le long de la saison de croissance. Et la production de cette hormone, elle vient juste de la canopée. Il y a comme la plus grande partie de cette hormone, elle est produite dans la canopée. Donc, il y a des théories selon lesquelles ce sera vraiment la sensibilité à cette hormone qui détermine les stratégies de croissance. Donc, le fait que mon épinette noire a une phénologie plus tardive est relié à le fait que ces tissus, elles sont moins sensibles à l'auxine, donc il faut plus d'auxine pour déclencher les processus de division cellulaire et de différenciation cellulaire qui mènent à la formation du bois. Ça, c'est théorique, c'est ma découverte. Une autre chose qu'on a trouvée, c'est vraiment que les fins de l'allongement du bourgeon déterminent le début de la formation du bois final. Ça a des implications énormes parce que ça veut dire qu'on peut déterminer quand le bois final il est formé. Le bois final, c'est aussi le bois qui est plus important pour la qualité du bois. Et on pourrait le déterminer à partir de l'observation de la canopée. Et au final, ça démontre un peu ce que Annie avait hypothisé ici avec Fabrizio Cartani sur le fait que c'est à la fin du logement apical
qu'on a cette disponibilité de sucre qui est débloquée pour la croissance radiale, et donc on peut avoir du sucre qui va aider la cellule à avoir plus de sucre à déposer, donc la déposition de la paroi dure plus longtemps, la paroi, elle se trouve contrainte, elle va limiter l'expansion cellulaire plus rapidement, la cellule est plus petite et la boucle est fermée. Donc finalement, c'est les phases, ce qui se passe au niveau qu'on observe au niveau de la canopée, ben, c'est relié à des changements au niveau écologique chez la plante, donc la formation de bourgeons. C'est quand les méristèmes s'activent, c'est le début de la saison de croissance. C'est là que les tissus s'hydratent, ont besoin d'eau, il y a moins de résistance au gel parce que les sucres sont déployés pour la croissance et pas pour la résistance au froid. Ensuite, on a l'élongation des pousses, l'élongation apicale, la croissance apicale. Il y a besoin de photostimulants, le sucre qui sont produits sont investis dans la croissance apicale. Et ensuite, pour la formation de bourgeons d'hiver, ben, on a le stockage des ressources, mais au final, ce qui se passe, c'est que la plupart des ressources, ben, elles vont être investies ici, dans la maturation des cellules, parce que ben, c'est là que la croissance du bois final a lieu. Donc, c'est au début de la saison de croissance, quand il y a beaucoup de division cellulaire, l'arbre n'a pas besoin d'investir beaucoup de sucre dans la croissance radiale. Il va avoir besoin de beaucoup d'eau quand la cellule fait de l'agrandissement. Donc, si on a une sécheresse au printemps, c'est là que c'est problématique pour ma productivité cellulaire, mais aussi pour la taille des cellules, pour la capacité de la plante de faire son approvisionnement d'eau. Et c'est ici, au niveau de la maturation, avant de la maturation, on a besoin de beaucoup de sucre. Mais c'est ce trait-là qui est très relié à la résistance à la sécheresse. Donc, s'il y a comme des éléments extrêmes qui ont lieu quand il y a la déposition des parois, notamment vers la fin de la saison de croissance, ben, c'est là qu'on perd de propriétés mécaniques, c'est là qu'on peut avoir plus aussi des problèmes de résistance, moins de résistance à la sécheresse. Donc, très rapidement, je vais un peu boucler le discours par rapport à le fait que comment est-ce qu'on peut généraliser ces résultats. En effet, moi, je vous disais, je suis quand même quelqu'un qui vient de la foresterie. Donc, pour moi, il y a aussi le peuplement. C'est important de considérer ma forêt. Donc, j'essaie aussi de trouver des stratégies pour aller mettre à l'échelle les observations que j'ai faites au niveau de l'arbre au peuplement. Et ça peut se faire à travers la télédétection, mais le problème, c'est qu'il faut beaucoup de données pour entraîner des modèles. Et souvent, ces données, elles sont basées sur la phénologie. La phénologie, il faut qu'on se rappelle, c'est des observations, ce n'est pas des mesures. Donc, l'incertitude reliée à ces mesures est très élevée. Donc, pour régler ces problèmes-là, j'ai essayé d'utiliser des approches bayésiennes, justement parce que là, on commence à comprendre comment est-ce que ça marche, le développement, comment est-ce qu'il est relié à la croissance. Alors, utiliser des modèles bayésiens est une bonne stratégie pour aller intégrer nos connaissances et mieux estimer les incertitudes sur les prédictions qu'on pourrait faire sur large échelle. Et ça, c'est fait en reliant les observations de phénologie avec l'NDVI, que c'est vraiment un indicateur de détection qui va mesurer comme les variations de verre. Donc, finalement, c'est particulièrement bien adapté à nous renseigner par rapport aux changements phénologiques qui ont lieu au niveau du peuplement. Et si vous regardez ici, le groupe d'NDVI, ça c'est MODIS, c'est une constellation qui a une résolution spatiale de 500 mètres. C'est pas fou, mais au moins, on a des séries temporelles qui n'ont pas trop de tout. On peut voir des correspondances entre les variabilités de la courbe et les phases phénologiques qu'on observe. Donc, on peut entraîner des modèles comme ça. Et en utilisant une chronologie d'observation sur l'érable, ça c'était justement pour mon postdoc, à partir de 2000 à 2018, c'était une chronologie du Vermont Proctor Maple Research Center.
je peux faire des modèles prédictifs de la phénologie de l'érable à sucre au niveau subcontinental. Et l'incertitude des modèles était vraiment très bonne. Et au final, on avait, surtout pour les débuts, on voit que les indicateurs de télédirection marchent très bien pour voir vraiment comme... ils marchent très bien pour voir vraiment comme les déploiements des feuilles. Ils marchent moins bien pour les débourrements parce que même pour les déploiements, ça, c'est difficile à voir. Donc, mais ça, cette phase-là, que c'est la phase quand les bourgeons commencent à grandir, c'est très important pour les producteurs d'érable parce que ça détermine la fin de la saison de sirop d'érable. Donc, c'était pour ça qu'on prenait comme le temps de tâcher de développer des modèles pour aussi avoir des prédictions sur cette phase. Et petite dernière chose, ces types de modélisation nous permettent de aussi aller voir des tendances à grande échelle. Ici, vous voyez vraiment comme une analyse de point chaud, point froid, qui démontre comment, en effet, si on fait des relations avec les facteurs environnementaux, on a vraiment différents moteurs environnementaux qui déterminent la phénologie de l'érable à sucre et donc des changements dans les débourrements. Et ce qu'on a trouvé qui était très important, c'est que vraiment, souvent, c'est les précipitations journalières qui sont des facteurs très importants de débourrement. Mais les modèles qu'on a pour le moment, les modèles qu'on utilise pour prédire les débourrements pour le moment, ils considèrent juste la température. Ce qui est très problématique. Bon, ça fait le tour, je pense, de ce que je vous racontais plein d'affaires. Mais ça fait un peu le tour, la petite panoramique de ce que j'ai fait. Je pense que si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Est-ce qu'on a des questions? Oui. Bon, je vais te poser une question un peu jouer à l'avocat du diable. Moi, je suis dans le groupe climatologiste. Je veux savoir ce qui va arriver dans le futur. Je prends la largeur des centres de croissance, je ferai ça avec le climat, puis un modèle de prédiction du futur. Pourrais-tu me convaincre qu'il faut aussi que j'aille dans la forêt mettre des dendromètres pour mesurer comment ça fluctue dans un site? Bien sûr! En effet, on sait que finalement, les événements climatiques, le changement climatique, on a beaucoup il résulte aussi dans la fréquence accrue des événements extrêmes. Donc, des fois, c'est des événements extrêmes qui vont tuer tes arbres, c'est tes gelées tardives ou ta sécheresse ponctuelle qui va faire que tu as une mortalité ou des pertes de productivité. Et maintenant, c'est l'effet de ces événements qui sont ponctuels, ils sont très difficiles à détecter seulement en regardant la largeur du cerne qui est déterminée par la productivité des cellules. Donc, la largeur du cerne, finalement, ce qu'on sait, c'est qu'elle est extrêmement corrélée au nombre de cellules qui sont produites dans l'exilème, mais pas à la densité. Ça veut dire que, au final, les carbones ou la qualité du bois que tu produis, s'il y a des changements climatiques, ben, tu peux pas, c'est les changements qui ont lieu en réponse aux changements climatiques, ben, tu ne pourrais pas les détecter parce que tu détectes juste comme un aspect de la croissance, l'aspect productivité. Mais tout ça qui est qualité du bois, production, et aussi vulnérabilité à certains événements climatiques, par exemple des gelées tardives ou de sécheresse, tu ne peux pas les détecter parce que, par exemple, si admettons qu'il y a des changements au niveau des ponctuations, qui sont les vrais moteurs de la résistance à la sécheresse, tu ne le vois pas dans ta largeur de cerne. Donc, tu as un proxy qui est quand même seulement sur un aspect. En plus, la productivité cellulaire est très reliée à l'âge de l'arbre et pour certains arbres, elle ne change pas. L'épinette noire, il fait 30 cellules à maturité de 7. Donc, ce n'est pas un bon proxy de ce qui se passe de réponse partout.
Est-ce que j'ai interrompu? Oui, mais on pourrait argumenter. On peut regarder les cernes caractéristiques pour reconstituer des sécheresses ou des événements, parce qu'il n'y a pas juste la largeur du cerne, il y a aussi le fait que le cerne soit vraiment étroit en dessous de certains seuils. Puis on peut prendre la densité du bois aussi. On peut regarder la largeur, mais on peut aussi, en dendroclimatologie, regarder la densité. Mais En ayant ces trois choses-là, on aurait aussi une vision de ce qui a pu se produire. Mais la densité, c'est quand même quelque chose qui répond beaucoup à la température et beaucoup moins à d'autres facteurs. En plus, si tu regardes la cerne, tu es en train de regarder le résultat de tes événements extrêmes, mais tu ne regardes pas qu'est-ce qu'il a produit, ce résultat. Tu regardes comme la propriété émergente, mais tu ne regardes pas le processus qui a mené à ces résultats-là. Donc, si tu veux faire un modèle prédictif, ben, tu es en train de... Tu n'aurais pas les processus. Donc, c'est aussi pour ça que tu as besoin aussi de beaucoup plus de données. Et beaucoup plus d'espèces, échantillonner toutes les espèces, parce qu'on n'arrive pas à avoir des réponses généralisées. Ok, je suis convaincu. Ah non, mais... Xavier? Oui, une question bête. Mes cours d'écophysiologie remontent à longtemps. Il me semblait me souvenir qu'une meilleure conductivité hydraulique du tronc était associée à moins de risques de cavitation. Donc, meilleure résistance à la sécheresse. Puis là, toi, tu dis que c'est l'épaisseur de la paroi plutôt que la largeur de la cellule qui est associée à une résistance à la sécheresse. Oui, en effet, si on regarde vraiment les études qu'on a faites récemment, ils nous démontrent que, en effet, la largeur de la cellule, elle est corrélée avec la résistance au gel. Donc, si on regarde juste la largeur de la cellule, c'est la résistance au gel qu'on peut regarder parce que c'est vraiment comme cette capacité de pouvoir, de ne pas avoir des gros boules quand il y a des cycles de gel et de gel. Tandis que la sécheresse, ben, les études ils démontrent qu'il y a une corrélation entre la densité du bois et la résistance hydraulique, et c'est ça qui nous suggère qu'il y a une corrélation entre l'épaisseur des parois et la résistance à la sécheresse. Mais au final, ce qu'on observe, si on étudie le problème d'un point de vue à l'échelle plus fine, c'est que ce sont vraiment les ponctuations, les caractéristiques des ponctuations qui vont déterminer si la plante est capable de se débarrasser ou pas d'une boule d'air déterminée par la cavitation. Parce que les processus qui mènent à l'embolie ne sont pas les mêmes, et donc les facteurs de résistance entre les processus qui mènent à l'embolie de gel et de gel et sécheresse ne sont pas les mêmes. Donc, c'est un peu relié à ça. Ça répond à ta question. Autre question? On voyait que dans ton cerne annuel, il y a des années qui est plus large, d'autres qui est moins large. Est-ce que ça compte toujours le même nombre de cellules d'une année à l'autre? On voyait que tantôt, tu sembles que tu avais 30 cellules qui se produisent dans une année. Est-ce que c'est possible? Ce que j'ai mal compris? Ben, oui, en effet, l'épinette noire, c'est une espèce, comme je disais, elle a une stratégie de croissance très conservatrice. Donc, ça fait qu'à maturité, elles vont produire, ben, on le voit dans les carottes, au final, si tu vois, c'est au début, tu as beaucoup plus de variabilité. Après, dès que la plante, c'est une plante dominante d'épinette noire à maturité, ben, elle va toujours avoir tendance à avoir à s'accroître toujours de la même façon. C'est aussi une question géométrique. C'est toujours le même nombre de cellules. Mais normalement, non. Le truc, c'est qu'à maturité, elles vont produire un nombre de cellules semblables, souvent une trentaine en moyenne. C'est une moyenne, 30. Mais il peut y avoir une certaine variabilité, mais dès que la plante s'accroît et qu'elle arrive à maturité, ben, la variabilité, elle devient plus petite. Ça, c'est parce que la plasticité
dans tous les caractères physiologiques, même aussi la productivité cellulaire, elle est plus grande quand la plante est jeune et beaucoup plus petite quand la plante est plus âgée. Ça, tu le constates des gueules, des semis, elles vont s'accroître d'une façon beaucoup plus variable plutôt que des plantes matures qui ont toujours comme une façon très similaire de s'accroître une fois ils se sont emparés de l'étage dominant. Est-ce que ça répond à ta question? D'une naissance à l'autre. Ça change beaucoup. Ça change beaucoup. On parle de, par exemple, pour les sapins, dans le même site, on peut compter une centaine de cellules, tandis que pour l'épinette, ben, ça va être plus. C'est des fois, c'est à maturité, je parle, parce que sinon, il peut y avoir beaucoup plus de variabilité. Ça dépend, mais en effet, le nombre de cellules est vraiment relié à la largeur, est proportionnel avec la largeur du cerne. Donc, dès que tu vois une cerne de croissance plus large, ben, il y a aussi plus de cellules. Oui, merci Valentina. Puisque l'humidité semble être une variable, en fait, la disponibilité d'eau est très importante dans les phases d'élongation et de croissance. Tu as exploré surtout des données, je comprends bien, plutôt optiques, mais il y a peut-être des moyens d'obtenir l'humidité topographique, parce que c'est une façon d'aller chercher ça. Et peut-être en utilisant aussi des données radar pour être capable de détecter la disponibilité de l'humidité. Est-ce qu'il y aurait peut-être spatialement une façon d'intégrer ça avec les phases d'élongation? Je n'ai pas eu vraiment le temps de vous en parler, mais en effet, les relations avec l'eau, je les ai faites avec des données mesurées. Okay. On avait une sonde PDR dans le sol, dans chaque site. Donc, toutes les relations que je suis allée étudier dans le modèle que je vous ai montré, ben, sont vraiment mesurées sur site. Donc, mais c'est sûr, il y a, après, le truc, c'est précis de ça, c'est difficile parce que ça, c'est la donnée instrumentale. Mais c'est sûr qu'après, mettons pour le upscaling, c'est sûr que de développer la science dans ce sens-là, ben, ça nous aide énormément parce que ça nous aide plus à aller chercher une information au niveau régional et provincial. Chose que ici, j'ai commencé à faire avec la technologie, c'est un peu plus faire encore. Merci. Moi, j'ai une question. Les sucres, par exemple, parce qu'avec les changements climatiques, il y a une différence des concentrations en sucre ou des différents types de sucre, c'est toujours le même. Par exemple, ben absolument. En effet, on a deux grands types de sucre qui vont avoir des fonctions différentes. On a l'amidon de sable. Et l'amidon, il peut être transformé en sucre soluble, c'est le sucre qui est utilisé pour la croissance normalement, et qui peut être aussi, la plante peut le faire circuler dans les différents organes, cibles, on les appelle comme ça. Et les sucres solubles, ils sont en fractionnement. Il y en a comme différents, comme le glucose, le saccharose, la raffinose. Et ce qu'on est en train de voir, c'est un ami de l'Amérique qui est en train de mener ses recherches beaucoup au niveau de l'affinité métabolique de chaque sucre pour chaque fonction. C'est par exemple, comme on a vu jusqu'à date, par exemple, la raffinose, c'est très lié avec la résistance au gel. Tandis que les saccharoses, par exemple, dans les saccharoses, par exemple, on a vu, par exemple, dans les études avec le RAD, ce qu'on a observé, c'est que les différents types de sucre peuvent aussi donner un goût différent pendant le. Donc, au final, oui, il y a une famille de ces sucres. Le sucre, c'est une grande famille. Et il y a de bonnes chances que de sucres différents fassent des choses différentes, mais on est en train de justement utiliser ça. Ça va sûrement changer parce que la résistance au gel, par exemple, pour cette pensée, il vient par le sucre. Le sucre, c'est comme l'antigel. Donc, l'effet, par exemple, mettons qu'on a une. Mais le sucre, il est aussi un osmorégulateur. S'il fait très chaud, à la fin de la saison de croissance, par exemple, là, on voit, on a eu un organe très chaud. Quand les croissances très chaudes, c'est possible que le sucre que les plantes ont dépensé pour garder la pression osmotique dans les cellules est contré comme la chaleur.
Peut-être il sera moins disponible pour la résistance au gel, et donc on va plus avoir des dégâts de gel. Toutes ces retombées, ce sont des choses qu'on va devoir mesurer, mais sans doute. On sait déjà qu'il y a des dynamiques saisonnières de ce sucre-là. Ils ont des pics, ça va avec la canopée, les activités de la canopée, et c'est ce que la plante est en train de faire. I have one question. Is like you said that plant need water just to grow. And I was wondering, this is on like winter, the available water for the plant is limited. I feel like also the carbon. In winter? Yes. In winter, you have dormancy. Nothing happens. You have just like at the ending of the growing season, you have the plants will dehydrate her tissues to be less vulnerable to ice. Yes. And merisons are dormant. Yeah, it's in that case, it doesn't affect some cells so that they can die or not. But you can have frost damages, but they are mechanical damages. Yes. They won't be damages related to physiological response. They will be just, you have ice inside the tissues and the cells will break just because you have ice developing inside the cell. Yes, and I have the question there exactly. And in the end, it doesn't affect the physiological or some development after the winter season of the plant. If there's such the process of ice, such the formation of some vessels or cells, and after it doesn't affect the normal physiology of that plant. Okay. From what we know, because there are damages that we can track. Like if you look at this picture here, you see here, you have these cells, they are fancy, they are weird. This is a frost ring. Yes. Then this is something happened here. You have a very a late frost in spring, and cambial cells were hydrated. They were full of water. They were dividing. They were active, and you had the ice inside the cells, and they break. And you can observe this because of this reason. But same event a few weeks earlier, same late frost. A few weeks earlier, if the ganglion was not active, we will not be able to detect it. Then there are probably change. The thing is that not always we can detect them in the tissues. They will damage the tissues if the tissues are growing. But if the tissues stop growing, they have increased cold hardiness, they are dehydrated, then there is no chance we can detect morphological changes, but you can still have physiological changes related to sugars metabolism or to the metabolism of some proteins that will modulate. En disant la question de la sur les sucres, la réponse comme quoi il y a des fluctuations saisonnières. Est-ce que tu es capable de lier les changements saisonniers en composition ou en sucre avec tes différents patrons de croissance cellulaire assez bien pour dire que tu fais c'est une assez Attends. Je dis, est-ce que tu peux faire utiliser les patrons de changement en abondance de composition de sucre comme proxy patron de croissance, modification de tes cellules? Le problème, c'est qu'on a des études qui montrent la relation entre la production de sucre et certains types de sucre avec la croissance.
Le problème, c'est que le sucre, comme je disais, c'est probablement, le truc, c'est qu'on a que surtout les sucres solubles, qui sont les sucres qui peuvent bouger dans la plante, ce sont des sucres qui probablement ont des affinités avec des activités différentes. Mais pour le moment, on ne sait pas trop. On commence à voir que la raffinose, par exemple, comme je disais, c'est relié à la résistance au froid. Mais on ne sait pas c'est lequel le sucre aussi qui va plus influencer la croissance pour le moment, même parce que les mêmes sucres peuvent changer sur le chemin. Donc, tu peux avoir des sucres qui se transforment. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, et en plus, c'est la plante, il faudrait vraiment qu'on ait des études dans lesquelles on trace à la molécule. C'est des choses qu'on peut faire. On trace vraiment comme le carbone dans son sucre qui est produit dans la ganobin. On voit si, quand il a cheminé exactement là où on pensait. Ouais. Ou qu'il y a une micro-carotte à une place avec toujours un échantillon de sucre à un endroit proximal pour chaque jour de croissance de ta micro-carotte, puis tu corriges les deux. Oui, ben ça, on le fait, on peut le faire. Ça, c'est développer des chronologies comme ça. On commence à le faire de plus en plus. C'est juste. Juste que j'imagine le pauvre étudiant qui va compter genre 15 ans de cellules par jour, là. Puis je me dis, mon Dieu, il n'y a pas une façon plus simple de faire ça. Ben, pour le moment, on ne l'a pas trouvé. Surtout, ben, pour les conifères, c'est relativement simple. Regarde les angiospermes, c'est n'importe quoi. En effet, il y a très peu d'études sur la phénologie des angiospermes pour cette raison. Mais là, je voudrais développer une méthode pour faire ces mesures-là avec l'infrarouge proche. Parce qu'avec l'infrarouge proche, on peut aller suivre le développement de la paroi secondaire. Donc, si on est capable de savoir quand est-ce que la paroi secondaire commence, on a au moins le développement de la paroi secondaire, on sait qu'est-ce que la cellule est en train de faire, quand est-ce qu'elle devient mature, quand est-ce qu'elle commence vraiment à stocker beaucoup de carbone. Puis c'est mieux que compter des cellules, c'est ça. Mais ça, je l'ai mis dans ma découverte. Parce que oui, je suis là avec toi. Compter des cellules, c'est comme. Pour le moment, c'est le mieux qu'on a trouvé, mais nous, on est quand même chanceux parce qu'Ahmed, il y a un microscope infrarouge dans son infrarouge proche dans son laboratoire, mais il y en a très peu au monde. Donc, je sais aussi que je vais développer la méthode, mais je ne peux pas non plus la. C'est une méthode qui ne sera pas très démocratisée, malheureusement. Il va falloir encore chercher. D'autres questions? Ben, je reviens toujours à la question par rapport au contact des cellules. Sur la photo, on voit clairement que, par exemple, les cellules, la couleur des cellules sont très évidentes. Est-ce qu'il n'est pas préférable, par exemple, de développer des métriques par rapport à la densité de couleur de cellules pour pouvoir, genre, au lieu de passer le temps à compter avec les métriques de densité de couleur, on pourrait quand même déterminer le nombre de cellules ou une idée de... Pour l'anatomie du bois, c'est déjà ça qu'on fait. Okay. Quand on fait des mesures, par exemple, de taille des cellules, de l'épaisseur des parois, notamment dans les conifères, tous les logiciels qui sont disponibles pour faire cette opération, elles sont basés sur des chiffres de couleur. Okay. Le problème, c'est quand on fait la phénologie, on n'a pas affaire avec le même échantillon, parce que si tu regardes ici, voilà, on a plusieurs caractéristiques, pas seulement la couleur, qui nous suggère que la cellule est dans un stade de développement différent. Et des fois, la différence entre une cellule qui sort du ganglion et commence l'agrandissement est extrêmement sensible. Donc, il y a des indices que l'œil humain peut saisir, mais qui sont encore très difficiles à saisir pour une machine. Et même pour des algorithmes d'apprentissage automatique, on a besoin d'énormément d'informations d'entraînement pour être capable d'avoir
d'atteindre les niveaux de précision de l'œil humain. Donc, je vous dirais que le problème, c'est vraiment dans le fait qu'on doit interpoler beaucoup plus d'informations quand on fait la phénologie. C'est pour ça qu'à date, de compter les cellules pour les conifères, c'est la méthode la meilleure qu'on a trouvée. Pour les angiospermes, c'est qu'on fait, on mesure juste les incréments. Et on peut avoir différentes colorations pour les zones d'agrandissement et de modulation, mais ça va être plus des mesures d'agrandissement. Mais avec le proche infrarouge, le microscope proche infrarouge, on a nos chances. Parce qu'on peut vraiment comme, transformer les signaux, transformer des Fourier et avoir plus de. C'est des mesures comme plus au niveau moléculaire, de groupe fonctionnel, de ce qui se passe. Parfait. Merci. On va arrêter là, sinon.